Le 22 mars dernier, en pleine campagne présidentielle française, l'écrivaine Fatou Diom, qui est invitée de Mouloud Achour, l'animateur du Gros Journal en France, a cet échange marquant avec l'animateur. Vous avez peur de Marine Le Pen ou pas? Je n'ai pas peur d'elle, c'est elle qui a peur de moi. Vous savez, le rejet a toujours peur de l'amour. Moi, je suis une fille, je suis venue en France par amour. Donc, rien, aucune haine, aucun rejet ne me fera rejeter la France. Et cela, quand vous dites cela, vous faites peur au secteur. Quand vous dites cela, vous faites peur aux populistes. C'était un extrait de l'entretien accordé par Fatou Diom à Mouloud Achour à la télévision française en mars dernier. C'est une interview qui a été vue plus de 18 millions de fois sur Facebook. Emmanuel Schwartz, je vous voyais opiner du bonnet. Vous l'avez vu, cet entretien vous-même? Absolument. Ouais. C'est un honneur de partager le micro avec vous, Madame Diom. Oui, que nous joignons à l'instant dans notre studio de Paris. Bonsoir, Fatou Diom. Bonsoir et merci de m'accueillir. Ah, c'est un vrai plaisir pour nous. Alors, vous avez publié 10 livres, si on a bien compté, depuis 2001. Dont un roman intitulé Le ventre de l'Atlantique en 2003. Ça a été un grand succès, traduit dans une vingtaine de langues. Votre plus récent ouvrage, Marianne porte plainte, est paru dans la campagne présidentielle française, dénonce les dérives identitaires, un peu comme vous le faisiez dans cet entretien accordé à l'animateur du Gros Journal en France. Évidemment, des dérives qui ont cours en France. Mais parlons de vous d'abord, parlons de votre parcours, parce que c'est un peu ce que vous avez fait dans votre œuvre pour qu'on puisse comprendre d'où viennent les gens qui arrivent chez nous, autant en France qu'au Canada, et qui ont connu toutes sortes d'histoires, toutes sortes de difficultés. C'est des histoires que l'on ne connaît pas et qui nous empêchent de porter un jugement juste à leur égard. Alors vous êtes né à Niodor, c'est une île du Sénégal, en 1968. Vous êtes le fruit d'un amour de jeunesse. Vos parents n'étaient pas mariés. Et ça, bon, vous avez été rejeté par la famille, par votre propre famille à cause de ça. Est-ce que c'est vrai? C'est même pas que la famille, on va dire, c'est une société qui n'acceptait pas les enfants nés hors mariage à cette époque-là. Donc c'est pour ça que je dis je suis un accident de bisous, puisque un accident ça survient. Donc les gens le tolèrent mais ne le supportent pas en réalité. Oui, vous êtes élevé par vos grands-parents maternels. Vous voulez, alors votre biographie officielle, celle que j'ai lue ce matin, dit que vous avez voulu par vous-même aller à l'école et apprendre le français. Est-ce que c'est vrai? Comment on peut avoir cette volonté quand on est enfant si forte? Ce n'est pas une volonté, c'est un désir d'être comme les autres enfants de son âge. Donc, il faut savoir qu'à Niodior, l'école primaire est exactement en face de la maison de mes grands-parents. Donc, je voyais mes amis avec lesquels je jouais qui allaient à l'école. Quand moi, j'allais au jardin avec ma grand-mère ou quand je partais à la pêche avec mon grand-père, parce que je suis allée en mer très jeune aussi. Et je voulais tout simplement aller à l'école comme mes copines et chanter les mêmes chansons parce que je répétais tout comme un perroquet et je ne comprenais pas. Oui. Est-ce que c'est vrai que vous vous êtes entraîné à bien prononcer le français dans la cuisine? Oui, et j'épuisais les 4 piles de la radiocassette de ma grand-mère et que je répétais jusqu'à ce que les piles soient épuisées. Elle me disait toujours, Dieu seul sait si un jour tu pourras me payer des piles. Et je lui disais, si je parle aussi bien français que la journaliste là que je voyais à la télévision sénégalaise à l'époque, Madame Sokhna Dieng, c'était la toute première journaliste à la télé, donc je la voyais parler tellement bien et je m'entraînais, je lisais des journaux, j'enregistrais, je répétais. J'ai toujours des problèmes de diction, mais je m'entraîne. Oh, vous n'avez pas de problème de diction, dites pas ça. Alors, vous avez fait d'abord des études à Dakar, puis vous allez tomber amoureuse à 22 ans d'un Français. C'est ça qui va vous faire quitter le Sénégal. Quand vous dites dans cette interview, vous l'écrivez d'ailleurs dans votre plus récent essai, Marianne porte plainte, j'ai choisi la France par amour, moi. Oui, donc par choix. Oui. Oui, parce que c'est pas un mariage forcé, hein. J'étais red dingue de lui. Il avait les plus beaux yeux de France. Mais le problème, c'est qu'il avait les plus beaux yeux de France et un cœur formidable et puis une famille, une des plus racistes que j'ai jamais rencontrées aussi. Donc, on dit les belles-mères, je ne sais pas pourquoi on dit les belles-mères, elles ne le sont pas forcément. C'est ça, hein, le rejet de la famille va faire en sorte que vous allez divorcer. Puis là, vous allez vous trouver... Je vous dis épouser des orphelins. Ouais. C'est un conseil, ça. Vous avez un rire absolument exceptionnel. Alors, vous allez donc divorcer, puis là, vous allez vous retrouver immigrante en France, dans des conditions très délicates, très difficiles, qui ressemblent à celles de beaucoup de réfugiés à l'heure actuelle, de beaucoup d'immigrants qui arrivent en France. Vous allez être obligé de faire des ménages pour gagner votre vie. Comment ça se passe, cette période-là, Fatou Diom? Alors, je dis que je ne suis pas une immigrée, parce que quand même, quand on vient dans un pays accueilli par Cupidon lui-même, avec un appartement dédié à nos amours,
l'amour, il n'y a rien de plus formidable qu'un tel voyage, n'est-ce pas? Oui. C'est après que les choses se sont gâtées. Donc un jour, je suis rentrée de l'université et puis l'appartement était vide. Donc Cupidon s'était barré. Le prince charmant était devenu un crapaud. Et là, j'ai dû galérer. Donc là, il a fallu faire des ménages, babysitting, parce que tout simplement, j'avais les études, mais quand je déposais des CV, je n'avais pas de réponse. Pour donner un exemple, il y a une année où j'ai envoyé 150 CV, j'ai reçu 2 réponses, dont une qui me proposait 2 heures de travail par semaine. Donc avec ça, vous pouvez étudier, payer l'appartement et dire Alléluia. Ouais. Mais vous avez persisté parce que vous allez faire un doctorat en littérature et en philosophie à Strasbourg, commencer à publier des livres à partir de 2001. Alors, le Ventre de l'Atlantique, notre réalisatrice bien-aimée Marie-France Lemaine l'a lu. Ça a été un vrai succès et ça vous a valu un titre, ça, dans un magazine People, une ex-femme de ménage, auteure d'un best-seller. Oui, parce qu'il y a des gens qui aiment les miracles. Donc, Ben oui, parce que c'est vrai que votre histoire est un miracle. C'est une histoire avec, bien sûr, beaucoup de couches. Là, quand on la creuse, on voit qu'il y a eu de la détermination, du courage, de la persistance. Mais il reste que vous êtes une figure de miracle, une figure de l'immigration parfaite. Alors, ça peut à la fois jouer pour vous, contre vous. D'ailleurs, dans votre... Mais j'étais déjà une immigrée chez moi. Ben oui, j'étais déjà immigrée dans ma famille. Moi, j'étais pas planifiée, programmée. Le nom de baptême n'était pas prêt. Hein. On l'a choisi au hasard. On m'a collé Fatou parce que c'est un prénom très fréquent au Sénégal. Donc, quand on n'attend pas la fille, c'est pratique. Et puis pour le doctorat, je ne l'ai pas encore présenté. J'ai le DOA, donc j'ai ce diplôme-là en poche. J'ai écrit le doctorat, j'ai fini tout ce travail de recherche. Mais après, les livres m'ont englouti. Et donc, je n'ai toujours pas fait la soutenance publique. On n'a pas le droit de m'appeler docteur, sauf en Allemagne où le doctorat, c'est la première partie du doctorat. Donc, une moitié de chèvre, c'est presque une chèvre. On pourrait dire presque un doctorat. Hein. Dans votre plus récent ouvrage, Fatou Diom, votre statut d'écrivaine célèbre, le fait qu'on vous invite dans des émissions en France, par exemple, n'empêche pas les gens de vous traiter de façon tout à fait raciste. Là. Vous dites qu'on vous a dit, toi la négresse, rentre chez toi, bouffer des bananes. On va bouffer des bananes en Afrique, sauf qu'on en mange plus en France que chez moi. Parce que c'est un problème de prix. C'est un problème de prix. C'est pas tout le monde qui peut se les payer. C'est comme le cacao en Côte d'Ivoire. Une fois dans une conférence à Berlin, j'ai dit que les jeunes à Berlin mangent plus de chocolat que les jeunes Africains. C'est également valable pour les bananes. Ah bon, mais ça on le savait pas, Thomas Leblanc. À travers toutes ces expériences-là, comment vous avez fait pour continuer à aimer la France? Vous disiez dans l'extrait qu'on a entendu que vous aimiez. Non, je vous écoute. Et c'est sincère, hein? Je vous garantis que c'est de tout mon cœur. Parce que d'abord, cette langue-là, c'est un bras de mer. Dans ce bras de mer, je navigue, je croise les Québécois que vous êtes là aujourd'hui. C'est pas une fraternité formidable. Là, regardez, depuis le Sénégal, puis la France, puis vous êtes là parler avec moi. C'est cette communion-là aussi dans cette langue qui fait que c'est un lieu de rencontre pour moi. Puis, je suis restée en France parce que on parle toujours des mauvais, mais il y a aussi des gens fantastiques qui vous accueillent, qui vous conseillent, qui vous soutiennent, qui vous apprennent des valeurs de ce pays-là. Et c'est pour ça que je peux respecter la France, parce que chaque fois que j'étais au bord du désespoir, j'ai rencontré des gens qui m'ont donné aussi envie de croire en la vie, en la rencontre et toujours en l'amour. Et puis, garder cette possibilité d'aimer, c'est une manière de désespérer les haineux. Donc, ils n'auront pas ma colère. C'est bien dit. Vous dites quand même que le langage s'est décomplexé depuis votre arrivée en France, qu'on puisse dire comme ça quelque chose d'aussi raciste à quelqu'un sans en souffrir par la suite. Comment vous expliquez ça, que le langage se soit décomplexé, Fatou Diom? Que l'ignorance progresse. Donc, oui, l'ignorance permet de parler de cette façon. Vous savez, je reviens à la question de Mouloud qui me demandait si j'avais peur de la marine marchande de haine. Moi, ce bateau-là transporte de la haine. Je n'en ai pas peur. Moi, j'ai pris ma petite barque. J'ai eu le courage de venir. Donc, la rencontre ne m'effrayait pas. Cette rencontre-là ne peut effrayer que des gens qui ne prennent pas le temps de découvrir les autres. Et l'humanité a toujours été dans la mobilité. Et ça, depuis des siècles avant Jésus-Christ, il a fallu que des gens quittent Babylone pour retourner à Jérusalem. Et à l'époque, il y avait déjà un problème de papier. C'est le roi perse Artaxerxès qui donne un firman à Esdras et l'autorise à retourner à Jérusalem avec 5000 Juifs. Donc,
je suis une juive aussi. Ah, mais des gens qui se sont déplacés dans l'histoire de l'humanité, c'est de tout temps. Puis ça, on l'oublie dans toute la notion du discours identitaire qui a beaucoup fait partie de la rhétorique lors de la campagne présidentielle française, celle de Mme Le Pen, dont vous n'avez pas peur, on l'a bien compris, mais aussi celle de François Fillon, par exemple. Vous en parlez dans Marianne Porte-Plainte, votre plus récent ouvrage. Comment vous expliquez cette préoccupation identitaire qui a cours en ce moment en France, mais aussi ici et ailleurs en Occident? Peut-être la situation économique fait que les égoïsmes se développent. Peut-être que l'Europe oublie sa propre histoire. Vous savez, au 19e siècle, les Irlandais, ils ont quitté l'Europe pour partir en Amérique. C'était une quête de dignité. Cette mobilité-là n'est pas différente de celle des Africains pauvres aujourd'hui qui cherchent un moyen de survivre. C'est vrai ce que vous dites, puis de rappeler aussi qu'ils sont venus ici à Montréal, puis qu'il y en a des milliers qui ont participé à la construction de la ville aussi. Oui. Donc c'est important. Oui, et on oublie aussi l'origine de l'immigration. Moi, je ne veux pas revenir tout le temps à l'esclavage ou la colonisation, même ça c'est très loin. Mais simplement, les deux guerres, on a été chercher des Africains, on les a amenés ici, ça crée des liens. Et aussi, après le développement industriel, la première main-d'œuvre africaine qui venait en Europe, ce sont les Européens eux-mêmes qui amenaient des bateaux à Dakar, qui embarquaient de la main-d'œuvre et qui l'amenaient ici. Sauf que c'était censé être provisoire. Et ces gens-là se sont installés, ils ont fait des enfants, et ces enfants-là sont nés français, ils n'ont pas les complexes de leurs parents, ils revendiquent leur part de Marianne, leur part de France, parce que ce sont des enfants européens. La mélanine, ce n'est pas une carte d'identité. Bravo. Oui. Alors, parlons toujours de cette notion d'identité. Il y a un penseur français, Jean-François Bayard, qui réfléchit à la notion d'appropriation culturelle. Vous savez qu'on a de nombreux débats, beaucoup aux États-Unis, certains au Canada, autour de l'appropriation culturelle. Et lui, comme il a réfléchi à ça, il dit le problème, c'est qu'on a déplacé le problème des classes sociales vers le problème de l'identité. Aujourd'hui, ce n'est plus le pauvre le problème, c'est le musulman. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Fatou Diom? Est-ce qu'en réfléchissant à l'identité, on ne fait pas le jeu, justement, d'oublier qu'il y a aussi un problème de classe sociale? Il y a le problème de classe, mais je dirais également que l'islam, ce n'est pas une nationalité non plus. Ça ne désigne pas l'autre, forcément. C'est une culture, oui. L'islam, c'est une foi. Donc, une foi, elle s'exprime sous toutes les latitudes, quel que soit le pays. Ce n'est pas une couleur. Donc, je dis que l'islam n'a pas un visage typique. Et on fait une grave erreur en associant l'islam et le problème politique du terrorisme de certains musulmans. Donc dire l'État islamique déjà, c'est coller l'islam avec un titre politique, l'État. L'islam ne peut pas être un État, c'est une foi. Et il y a des gens qui l'ont et qui vivent en paix et qui ne dérangent personne. Et puis il y a des gens qui seraient devenus de toute manière des délinquants avec ou sans l'islam. Et qui expriment peut-être des idées politiques et il ne faut pas en profiter pour rejeter tout un tas de gens dans le même panier. Oui. C'est ça qui m'effraie. Mais le problème de classe sociale, il est aussi là. Donc la pauvreté aujourd'hui, le pauvre qui est en Afrique doit savoir que son ami, c'est le pauvre qui est en banlieue parisienne ou en banlieue d'Allemagne, à Berlin par exemple. Oui. Et on ne voit plus ça, on ne parle plus de classe sociale, on parle d'origine parce qu'il y a les mouvements des migrants. Mais ces mouvements, on les aura tout le temps tant qu'on aura les flèches ascendantes de l'économie vers le nord. Eh bien, les gens qui sont privés vont suivre ces flèches de l'économie. Fatou Diom, c'est pas Marine Le Pen qui a remporté l'élection présidentielle, c'est Emmanuel Macron. On est allé vérifier avec Ariane Thibault-Vanas ce matin son programme, le programme qui l'a fait élire. En ce qui a trait à l'immigration, il propose un programme en 4 objectifs. Le deuxième objectif veut promouvoir l'immigration de la connaissance, donc de choisir des immigrants qui auraient des diplômes utiles pour la France. C'est ça, son programme officiellement. Qu'est-ce que vous pensez de cette position-là, Fatou Diom? Que c'est transformer la fuite des cerveaux en programme politique. Et que voilà, l'Afrique aussi a besoin de ces cerveaux pour se développer. Je comprends, hein. Je comprends. Quand vous allez au supermarché, vous ne prenez pas les patates pourries. Donc vous prenez les meilleures patates. Oui. Et donc quand vous invitez des citoyens, vous voulez les meilleurs. C'est naturel, c'est humain, c'est compréhensible. Mais je voudrais juste que le partenariat entre l'Europe et l'Afrique s'équilibre. C'est-à-dire que l'Europe ne doit pas fonctionner tout simplement en regardant son seul et unique intérêt. Parce qu'aujourd'hui, tout simplement, on peut être africain, ne pas être riche du tout et être absolument conscient et revendiquer les mêmes droits que les Européens. L'Afrique refuse la pollution, l'Afrique refuse la pauvreté, l'Afrique refuse aussi les maladies. L'Afrique ne veut pas vivre dans l'ignorance et les ténèbres. Donc tous nos cerveaux ne sont pas utiles que pour l'Europe, même s'ils peuvent les payer plus cher que nos États africains.
Donc, il faut de l'éthique aussi pour partager. Oui, Fatou Diom, vous nous accordez cet entretien depuis notre studio de Paris, dans le 17e arrondissement. C'est une ville que vous visitez régulièrement. Quand on va à Paris, on voit beaucoup de réfugiés qui sont des sans-abri, ils dorment sous les ponts. Quel regard vous portez sur cette situation à l'heure actuelle? Est-ce qu'il vous reste de l'espoir? Est-ce qu'il vous reste de la foi? Qu'est-ce qu'il faudrait que les Français fassent pour changer cette situation-là qui est inacceptable quand même? Les Français, mais aussi les réfugiés. Oui. Donc, vous savez, pas les réfugiés d'ailleurs, pardon, je veux dire les émigrés. Vous savez, dans les mouvements que vous avez, il y a les réfugiés. Ceux-là, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont rien à faire. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. C'était s'enfuir pour survivre. Ils quittent des zones de guerre. Donc, ils n'ont vraiment pas le choix. Et donc, ce sont les États européens qui doivent respecter la Convention de Genève qui protège les réfugiés. Voilà. Ensuite, l'autre groupe, ce sont les migrants économiques. Mm-hmm. Oui, tout le monde veut changer son destin. Mais je vous garantis que les 7 à 10 000 euros que quelqu'un paye à des passeurs pour débarquer en Europe et vivre dans la misère, ces 7 000 euros-là peuvent changer la vie de quelqu'un au Sénégal et définitivement. Et moi, quand je vais en Afrique, je partage aussi ce message. La fraternité, vous savez, je me battrai toujours pour, je la revendiquerai partout. Mais je vais vous dire une chose, quand l'économie devient drastique, c'est la morale qui perd et la générosité se réduit. Et du coup, vous avez les discours de haine qui prolifèrent. Il faut que les étrangers qui viennent sachent, oui, quand on a une formation, j'ai été femme de ménage en Alsace pendant 8 ans et j'ai continué mes études. J'ai toujours pu garder l'espoir de m'en sortir parce que je suivais une éducation, une formation. Oui. Donc, ça me rassurait en quelque sorte de me dire que j'ai une formation que je pourrais toujours faire valoir quelque part, en France ou ailleurs. Ça aide à être solide. Maintenant, quand vous venez d'Afrique et vous n'avez que vos muscles, pas une formation, il ne faut pas se mentir non plus. Il faut dire à ces gens-là qu'on doit se battre pour survivre en Europe, mais aussi en Afrique. Donc, aller en France ou en Allemagne, ça ne garantit pas la réussite si vous n'avez pas une formation. Alors, Fatou Diom, votre plus récent ouvrage, Marianne, porte plainte, est paru chez Flammarion. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet entretien ce soir en direct de Paris. Merci beaucoup. Merci Bonjour à vous. À toute la francophonie. À très bientôt. Merci. Plus on est de fous, plus on lit avec Marie-Louise Arsenault sur ICI Radio-Canada, première.